quelqu'un tombe devant moi, je vais pousser un cri comme si c'était moi qui étais tombée. Et ça, j'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais tellement d'empathie. Hello tout le monde. Salut la famille. Hello. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment, qu'est-ce que c'est ? C'est ton podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Le tout animé par un frère et une sœur inséparables. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Bref, donnez-nous de la force, on en a besoin. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons notre invitée, j'ai nommé Marjorie. Hello Marjorie. Salut. Tu vas Hello. bien ? Ça va bien et vous ? Ouais, ça va. Nickel. C'est vrai que je t'ai pas salué, toi. Bah oui. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Bah oui. Nickel. Tant que t'es là, je vais bien. Allez, parfait, super la déclaration d'amour, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du TDAH avec toi, Marjorie. Vous le savez, chers téléspectateurs, chers auditeurs, avant chaque début des questions, je fais un petit rappel des faits afin que vous puissiez comprendre l'échange qui va suivre. Faits et ressentis étant fortement liés. Alors, Marjorie, aujourd'hui, tu es professeure de yoga et ce, depuis 2019. Tu as fait un changement dans ta carrière à l'âge de 40 ans. Avant, tu étais dans la communication, ça te prenait énormément de temps. Voilà, tu as tout changé. C'était à la veille du Covid où tu as commencé à enseigner. C'est déjà une pratique que toi, tu pratiquais de ton côté. Aujourd'hui, tu es auto-entrepreneur. Et puis, en fait, en 2023, tu passes un test qui te montre que sur 18 critères, tu remplis 16 critères qui te montrent donc que tu as un TDAH. Et donc, ça peut se traduire par de l'hyperactivité, de l'inattention, de l'impulsivité aussi. Aujourd'hui, tu sensibilises les gens sur ce sujet, en fait. Voilà, si les gens ont des doutes, tu n'hésites pas à leur conseiller peut-être d'aller voir quelqu'un comme toi, on a pu le faire par le passé. Ce que je tiens à préciser, donc le TDAH, c'est le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et toi, je crois que c'est avec. Ouais, définitivement, c'est avec. C'est avec. Allez, on commence avec la première question. Peux-tu nous expliquer ce que le TDAH, s'il te plaît ? Alors, ça peut être très, très vague. Moi, je vais plutôt l'expliquer peut-être avec des exemples de mon quotidien. Ça peut être, par exemple, se dire qu'on va rester assis pendant 1 heure sans bouger. Ça peut être un peu compliqué. Ne pas couper la parole, ça, c'est très, très compliqué. En fait, on a beaucoup d'idées qui arrivent dans la tête. Et par réaction, on va les sortir les unes après les autres, sans se demander si c'est le moment de les accueillir ou pas. Est-ce qu'on a le droit de les dire maintenant ? Voilà, donc il n'y a pas de frein, malheureusement. Et il peut y avoir donc une hyperactivité mentale ou une hyperactivité physique. Et ça peut être de l'impulsivité, ça peut être de l'inattention. Donc, par exemple, ne pas se rendre compte que ça m'est pas encore arrivé, j'espère, 3 jours que la machine à laver est remplie et que c'est mouillé dedans et qu'on n'a pas ouvert le hublot, par exemple. Ce sont des petites choses comme ça de la vie quotidienne que tout le monde pourrait se dire, bah, moi aussi, ça m'est arrivé au moins une fois. Moi, c'est plutôt, ça m'arrive tous les jours. Voilà. Et ça peut être, par exemple, je me dis, OK, il faut que je charge mon téléphone portable. Donc, je vais aller chercher la batterie. Et en fait, il va y avoir un objet entre moi et la batterie. Et je vais dire, ah ben ouais, il faut que je range ça. Donc, je vais prendre ce que j'ai à ranger d'abord. Je vais aller le poser sur mon lit. Et puis, je vais me dire, ah ben ouais, mais il y a aussi ça qu'il faut que je range. Et puis, il y a ça qu'il faut que je fasse. Et c'est un peu comme une playlist Spotify. Tu sais où tu commences, tu veux la faire, tu sais pas où tu t'arrêtes. C'est sans fin. Et au final, le téléphone n'est pas chargé, en fait. Exactement. C'est ce que tu veux dire. Exactement. Tu fais plein de choses et au final, tu finis pas par faire la première chose que tu t'étais dit que tu allais faire. Très bien. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a annoncé que tu avais un TDAH ? Est-ce que tu l'as vécu comme un coup de massue ou tu t'es dit que c'était un soulagement parce qu'on mettait enfin peut-être les mots sur ce que tu vivais depuis toutes ces années ? C'est ça. Alors pareil, c'est hyper personnel. Moi, je l'ai vraiment vécu comme en me disant, en fait, c'est ça. Ok, je comprends tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant
Et encore, ce que je comprends maintenant de ce que je vis. C'est une histoire chimique quand même, le TDAH. C'est une histoire de dopamine que le cerveau ne sait pas capter. Et du coup, on a du mal à se concentrer. Pourquoi il y a hyperactivité ? Et ça, du coup, j'ai compris aussi pourquoi j'avais besoin de faire autant de sport. C'est que ça permet de sécréter de la dopamine. Et donc, on est plus efficace après pour travailler, pour rester assis, et pour avoir des idées un peu plus, on va dire, avec un fil un peu plus logique. Là, par exemple, pendant que je vous parle, je suis en train de me dire, je suis pas allée au sport aujourd'hui. Comment je vais faire ? Voilà. En fait, on a 25 idées qui arrivent et il faut arriver à rester focus sur ce qu'on est en train de dire. Et ça peut arriver très fréquemment de dire, pourquoi je te disais ça ? Je sais plus, ça me reviendra ou pas. Voilà. Et toi, aujourd'hui, donc tu l'as dit, il y a de l'hyperactivité. Est-ce que c'est de l'hyperactivité physique et mentale ou mentale ? Comment c'est dans ton cas ? Alors, mentale, c'est sûr. C'est par exemple se réveiller à 3h du matin et se dire ah, mais j'ai pas fait ça. Et c'est pas j'ai pas fait ça, c'est j'ai pas fait ça. Et ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais moi aussi, je vis ça, c'est pas pour autant que j'ai un TDAH. Mais moi, c'est ça, la nuit, le jour, à n'importe quel moment. Donc, l'hyperactivité mentale, carrément. L'hyperactivité physique, ce que je ressens, c'est plus que si je ne fais pas ma dose de sport, je déprime. En fait, le soir, il y a un sentiment, c'est vraiment comme une chape de plomb qui me tombe dessus, où je me dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Et même si j'ai fait beaucoup de choses, le nœud dans l'estomac, tout le monde l'a ressenti, mais moi, clairement, si j'ai pas fait mon sport dans la journée, alors j'essaie de me faire un jour de repos, parce que sinon tout le monde va dire, oui, mais il faut se reposer. Bon, ok. Mais j'ai besoin de ça pour évacuer, en fait, le stress, la charge, ce genre de choses. Et ce qui est vrai quand même, c'est que je l'ai compris j'ai arrêté de culpabiliser grâce à ça. Parce que comme je suis prof de yoga, oui, mais il faut que tu cultives l'énergie yin, l'énergie douce, l'énergie féminine. Ok, soit, je suis d'accord. Sauf que moi, c'est pas ce qui me sauve. Et vraiment, pour le coup, le sport, c'est vraiment ce qui me sauve. Après, il y a l'autre chose, c'est le soleil. C'est sûr que si je suis sur une plage, là, j'ai pas de problème. Je peux rester pendant 3 jours sans faire de sport. Je l'ai testé, ça marche. Mais là, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de soleil qui arrive. Et ça, c'est très bien. Mais... Ça fait toujours du bien, le soleil. Exactement. On est d'accord. Comment est-ce que tu fais pour expliquer ce trouble à des gens ? Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est invisible, c'est pas palpable. Et comment est-ce qu'on fait, justement, tu le disais, hein, tu sensibilises les gens par rapport à ça, mais comment est-ce qu'on l'explique concrètement ? Alors, sensibiliser... En fait, ce que je fais, moi, juste sur ma page Insta, et quand je parle à des élèves que je peux avoir, j'explique ce que c'est chez moi le TDAH. Parce que chaque personne va le vivre différemment. Et ça, c'est hyper important. Je n'ai pas de formation là-dessus. J'ai suivi une petite formation sur une association pour le TDAH. Mais sinon, j'explique, moi, ce que je vis. Et après, c'est vrai que les gens... Ah ben moi aussi, j'ai ça. Et moi aussi, j'ai ça. Et on trouve des points communs. Et des personnes qui commencent à dire « Ah, mais peut-être qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait ?» J'ai eu beaucoup cette question. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu es allé voir ? Et qui tu es allé voir ? Moi, je suis allée voir une neuropsychologue qui m'a fait un test qu'on appelle un test HPI. Il n'y a pas de test à proprement parler propre sur le TDAH. Il y a des tests qui se complètent. Donc, il y a un test HPI. Et après, on va poser une question sur le TDAH. Le test HPI va permettre de mettre en lumière... parmi 4 zones, on va dire, quelque chose qui fonctionne moins bien que les autres. Moi, ça a été le cas. C'est que la mémoire de travail, chez moi, c'est très, très, très compliqué. Je peux faire En fait, je fais beaucoup de choses très vite, mais pas en même temps. Je peux pas. Et ça marche pas. Ça me demande beaucoup de concentration. Donc, ce que je fais avec les personnes qui peuvent me poser la question, c'est de répondre qu'une neuropsy, c'est génial parce que c'est pas tant le fait de le savoir. Oui, alors si, ça m'a beaucoup aidé le fait de le savoir, c'est que maintenant, je vais la voir 1 fois par mois et on fait ce qu'on appelle une thérapie cognitivo-comportementale. Elle me donne des tips, en fait, pour que je vive mieux ou que je déculpabilise de ce que je ressens.
Et c'est la seule. Enfin, c'est vraiment de sensibiliser comme ça. Et après, ce que je fais de temps en temps sur Insta, c'est de dire, bah voilà, moi, ma vie, c'est ça. Je vous dis pourquoi c'est compliqué. Et après, oui, il y a des personnes que ça soulage, en fait, de dire, en fait, peut-être que c'est ça, et peut-être que c'est normal. Enfin, normal. Ok, il y a d'autres personnes comme moi. Et c'est vrai que ça aide. Est-ce que tu as vécu du jugement dans ton entourage quand tu l'as annoncé? Comment ils ont réagi, tes proches? Alors, mes proches, ils ont été super. Je suis hyper bien entourée. J'ai des potes géniaux qui, justement, peuvent comprendre et à qui, du fait qu'ils soient hyper compréhensibles, j'explique. Et je veux dire, bon, bah ça, ok, ça, c'est chimique. En fait, j'ai un retour de bâton. J'ai fait une formation d'hypnose. Enfin, je suis en train de faire une formation d'hypnose. Après les 6 jours, là, je les ai fait début mai. Je suis rentrée, je me suis tapé une descente, mais vraiment abyssale, qui m'est arrivée d'un coup, parce que j'étais restée assise pendant 6 heures, 8 heures même, pendant 6 jours. Ça m'a demandé énormément d'efforts, de concentration. J'étais avec 40 personnes et on faisait beaucoup de psy, parce qu'en fait, c'est orienté pareil comme la psychologie, les TCC en solution. Et c'est vraiment très compliqué quand je suis revenue de cette semaine d'hypnose, de me remettre dans la vie quotidienne. Et du coup, j'ai dit à mes amis, voilà, là, faut que je coupe. J'arrive plus. Ma batterie sociale est épuisée. Donc, je ferme. Et c'est vrai ils m'écoutent beaucoup. Ils me comprennent. Ils essayent de rationaliser avec moi, parce que finalement, c'est quelque chose aussi de chimique. Et ça aide beaucoup. Et après, en général, le TDAH, c'est un lien d'hérédité. Donc c'est vrai que dans la famille, on peut avoir des gens autour de soi qui vous mettent la puce à l'oreille. Et c'est aussi ça qui m'a permis d'aller chercher et de comprendre ce que c'était. Mais le fait de savoir de pouvoir poser une étiquette dessus, on pourrait croire que c'est réducteur. Mais en fait, ça permet d'expliquer pas mal de choses et de dire voilà, en fait, c'est un psychiatre. Parce que oui, je suis allée voir une neuropsy, mais après, c'est un psychiatre qui a posé le diagnostic. Les neuropsys peuvent pas, c'est le psychiatre qui le fait, qui a qui m'a prescrit des médicaments que j'ai décidé de ne pas prendre. Pour le moment, ça se passe bien, parce que justement, je fais ce qu'il faut, avec le sport, avec beaucoup de routine. Mais c'est vrai que voilà, j'ai des amis autour de moi et une famille qui est hyper compréhensive. Puis c'est vrai que aussi, par rapport à ton parcours, tu l'as découvert à un moment où tu étais dans l'entrepreneuriat. Tu étais devenue donc prof de yoga. C'est différent, je pense, aussi par rapport à quelqu'un qui pourrait être dans le milieu du salariat. Moi, je pense fortement à ma collègue que j'embrasse. Elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, qui a un TDAH, qui me l'a dit, qui travaille en bureau et qui me dit, c'est dur en fait. Des fois, c'est dur. Je suis en réunion, en fait, je suis là, mais je vous écoute pas. Et c'est pas parce que je veux pas vous écouter, c'est parce que je suis dans l'incapacité de le faire. Et c'est une fille qui est brillante, qui vraiment dans son domaine, elle est exceptionnelle. Mais vraiment, elle me dit, c'est un effort pour moi. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette différence-là d'avoir un travail de bureau. Mais toi, tu as eu d'autres challenges et tu nous en parleras aussi un petit peu plus tard. On te posera la question par rapport à l'entrepreneuriat, faire affaire à des gens qui vont peut-être décaler les rendez-vous, etc. Enfin bref, tu nous en diras un peu plus. Mais voilà, c'est quand même deux schémas différents. La question que j'avais envie de te poser aussi, c'est le TDAH n'est pas reconnu comme un handicap. Alors, je viens de découvrir qu'il existerait apparemment quelque chose quand on est salarié pour le faire reconnaître. D'accord. Mais je viens de le découvrir. Ok. Donc, c'est à creuser. J'avoue que je ne vais pas le creuser puisque je ne suis pas salariée. Mais je peux vous envoyer les infos si jamais. Voilà. J'ai vu qu'apparemment, on peut faire reconnaître. C'est très long. J'ai lu qu'il fallait 6 à 8 mois. Mais il serait possible de demander des conditions, en fait, du coup, de travail différentes. Après, je m'avancerai pas sur quelque chose que je ne connais pas. Ouais, donc potentiellement, on peut quand même le faire reconnaître, mais ce n'est pas reconnu comme un handicap, comme on pourrait entendre pour d'autres pathologies. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, je trouve, d'être dans cet entre-deux, de dire j'ai quelque chose, mais il n'est pas visible, mais c'est pas un handicap, mais... Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on jongle avec tout ça? Alors après, toi, tu l'as dit, tu es entrepreneur, donc c'est différent, mais j'imagine que ça doit être aussi compliqué parfois même de l'expliquer vraiment aux gens. En fait, ce qui est déjà difficile d'expliquer, c'est que
Alors, déjà, chez les femmes, c'est découvert très tard. Enfin, souvent, chez les femmes, c'est découvert tard. Parce que nous, quand on est petite fille, on regarde par la fenêtre, on va dire qu'on est rêveuse, un petit peu. Voilà, si on parle beaucoup, on est juste bavarde. Mais on va pas aller chercher forcément un peu plus loin. J'ai mis en place beaucoup de stratégies de compensation. Donc, au moment où on l'a découvert, on a eu du mal, certaines personnes ont eu du mal à le croire, parce que justement, j'avais mis en place toutes ces stratégies de compensation. Et c'est là où c'est difficile à expliquer, en fait. Parce que, bah oui, mais toi, tu restes assis sur ta chaise, tu bouges pas et tout va bien. Oui, mais ça me demande un effort de dingue de rester assise sur ma chaise comme ça. Voilà. Oui, mais toi, tu t'endors très vite, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui ont un TDAH qui mettent beaucoup de temps à s'endormir. Moi, je m'endors en 2 minutes, je m'endors. Mais parce qu'en fait, je suis tellement crevée que j'ai besoin de... il y a un moment donné où même je fais des siestes. J'ai cette chance, parce que je suis entrepreneur, de pouvoir faire des siestes de 10 minutes. Ça s'apprend, mais je le fais et ça me sauve la vie. Et ma psy, pour le coup, m'a dit qu'il fallait vraiment que je fasse ces petites siestes... Donc, l'expliquer, c'est difficile, par exemple, de l'expliquer à ma comptable. Quand elle va me dire qu'elle va me demander des papiers que je lui avais déjà envoyés, ça peut me mettre en transe, parce que justement, il faut que j'aille chercher. OK, ça veut dire qu'il faut que je me remette dans un truc qui m'a demandé tellement d'efforts d'aller chercher, il faut que j'aille le rechercher. Et comme il y a beaucoup de personnes qui maintenant disent « Ah bah oui, mais moi aussi, je crois que j'ai un TDAH », c'est devenu un peu le truc à la mode. Et on dit, bah non, mais en fait, tout le monde a un TDAH. Moi, j'ai commencé à l'entendre aussi. Oui, mais enfin, tout le monde a un TDAH. Genre, mais c'est pas possible, toi, t'as pas de TDAH. Bah, en fait, on compense. Donc, il y a que l'expérience et que de donner des exemples, je trouve, qui permettent de faire comprendre. Et c'est comme ça qu'on sensibilise. Et oui, ça reste compliqué, évidemment. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'abus de langage, surtout ces dernières années. J'ai l'impression que tout ce qui est la dépression et l'hypersensibilité et le TDAH en fait partie aussi, où du coup les gens se l'approprient mais n'ont pas réellement fait des analyses derrière. Et je trouve ça dommage un peu qu'on abuse de ces termes. Je voulais te demander comment tu vivais au travail, ce trouble. Est-ce que tu dirais que ça t'a aidé ou ça t'a desservi? Alors, avant d'être prof de yoga, moi, je travaillais dans une agence de com. Et c'est là où je peux rejoindre peut-être ta collègue. C'est que j'étais dans un bureau et j'arrivais à passer d'un sujet à un autre assez facilement. Et ça me stimulait, en fait, puisque j'étais dans une agence de com, j'avais plusieurs clients. Ça allait, ça brassait. Quand j'ai commencé dans cette dernière agence, ce qui est très drôle, c'est qu'on m'a fait passer... Enfin, on m'a dit que j'étais désorganisée. Donc, on m'a fait une formation d'organisation du temps de travail. Rétrospectivement, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que là, j'aurais déjà dû avoir la puce à l'oreille. S'il y avait des psys dans des agences de com, je pense qu'il y en a pas mal qui ont un TDAH dans les agences de com, parce que la capacité de pouvoir changer d'un sujet à l'autre comme ça, ça peut être assez fort. Dans la com, par exemple, on organise un événement. Moi, j'ai été dans les RP. Le lendemain, je me tapais pareil une espèce de descente, comme c'est un soufflet, parce qu'en fait, j'avais plus de dopamine. Et je comprenais pas pourquoi ça marchait. Maintenant, je comprends ce que c'est. En fait, gros événement, gros stress, c'est génial. Ça monte, on est là. C'est vraiment l'apogée. Et le lendemain, waouh. Pourtant, même si l'événement il a réussi, même si on a eu X journalistes, X influenceurs, le lendemain, descente. Le client, en plus, qui n'est pas forcément toujours hyper content, mais qui est content quand même. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est compliqué, clairement. Et puis le fait de rester... Alors moi, je marchais pour aller au travail. Je rentrais, je marchais. Je sortais beaucoup. Je dînais dehors. Je ne dormais pas beaucoup, histoire d'être toujours dans cette espèce de mouvement. Là, avec le yoga, ça revient à l'auto-entrepreneuriat. Alors... c'est le fait de pouvoir changer régulièrement d'élèves, en fait, de clients, d'élèves. Ça, c'est top, parce qu'en fait, j'ai un reset toutes les heures et demie, on va dire. Mais ça me demande une capacité d'attention, parce qu'en fait, je suis obligée de faire un restart à chaque fois et de me remettre en face des gens. Et OK, nouvelle personne, on se réadapte à cette énergie. Là où c'est top, c'est que comme j'ai beaucoup d'énergie, je peux avoir pas mal d'élèves dans la journée. Donc, c'est bien. Mais après, où est le stop? Ça, c'est plus compliqué. Parce que je ne sais pas forcément dire non. Et que je vais y aller. Et puis, il y a un moment donné où ça va être très compliqué. Et là, il va falloir que je coupe.
la nuit, voilà, c'est un vrai... Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est difficile. Ouais, c'est très énergivore, j'ai l'impression. Il n'y a pas de cadre. En fait, quand tu es dans une agence, quand tu es salarié, je fais pareil, j'aime pas faire des généralités, mais en général, tu commences à une certaine heure, tu finis à une certaine heure, tu arrives à différencier, ça c'est mon temps perso, ça c'est mon temps pro, j'ai un déj, ok, j'ai pas de déj, le soir, le sport, ok. Moi, c'est un métier passion. Félicitations quand même. C'est quand même une chance. Mais complètement. Mais du coup, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et tu peux avoir des gros trous dans la journée. Donc, tu fais un cours à 7h30 et puis tu reviens chez toi, il est 9h et puis peut-être tu as un cours à 13h. Et de 9h à 13h, qu'est-ce que tu fais ? Alors, c'est difficile d'aller trouver la stimulation. Tu n'es pas dans un cadre, tu vois. J'ai pas un bureau où je me dis, OK, je me mets là, je vais faire ma compta, machin. Moi, ma compta, c'est là où je dîne. C'est là où je regarde une série, si j'arrive à regarder une série. C'est le même endroit. Donc, où je vais pratiquer, où je vais préparer mes cours, où je vais me former sur de l'hypnose, par exemple. Donc, c'est difficile d'arriver à différencier. Et c'est vrai que le contexte, l'environnement est hyper important pour une personne qui a un TDAH parce que ça va lui permettre, en fait, de séquencer sa journée. Et justement, quelles étaient les épreuves en tant qu'entrepreneur ? Parce que nous, mine de rien, on est aussi dans l'entrepreneuriat avec le podcast. On est 2, heureusement. Parce que sinon, ça serait, je pense, très compliqué. Mais on voit bien tout ce que ça demande, la charge mentale que ça demande d'entreprendre, de trouver des idées, de les mettre en place, de trouver les moyens financiers. Enfin, c'est vraiment quelque chose, sachez-le. C'est pas que juste le résultat que vous voyez, il y a énormément de travail derrière. Et donc, toi, j'imagine que c'est un double effort. Quelles ont été les épreuves un peu auxquelles tu as dû faire face ? Auquel je fais face. Il n'y a pas forcément... Encore. Là, ouais, non, il n'y a pas de passé. C'est que on met en place des routines, mais bon, la première chose, c'est la comptabilité. Là, la comptabilité, c'est... j'ai la phobie administrative. Là, on arrive sur le moment où il faut payer les impôts. Désolé. Voilà. Et là, ça devient chaud, là. Quand tu as une boîte, parce que pour le coup, je suis passée au statut... Maintenant, j'ai une société. Et alors là, il faut faire les impôts. J'ai décidé, j'ai pris un expert comptable. C'est-à-dire que chacun son métier. Je suis d'accord. Là, toi aussi, tu vas en prendre un. Moi, le jour où on a quelque chose qui génère du podcast, tenez monsieur, je vous paye. Moi, j'interview. Le micro est pour moi, la calculette est pour vous. C'est pas mon problème. Alors, je suis désolée de te le dire, même si tu es un expert comptable, je devrais quand même. Tu vas devoir faire des choses. Sauf que l'avantage avec l'expert comptable, c'est que tu es obligé de lui rendre des comptes tous les mois. Et tu laisses pas passer 6 mois à te dire « Non, il faut que je le fasse. » Et là, la charge, elle devient de plus en plus importante. Donc, l'expert comptable, ça, c'est super. Parce que vraiment, ça m'aide. Il y a le côté administratif qui est vraiment horrible. Parce que, justement, je suis prof de yoga et je ne suis pas comptable. Bon, il y a ça, ça c'est sûr. Et après, ce qui est compliqué à gérer, et c'est pas que de l'administratif, c'est d'avoir un planning qui est complètement tout le temps mouvant. Et ça, c'est chaud. Voilà, parce que il faut que tu t'adaptes aux vacances, il faut que tu t'adaptes au pont, il faut que tu t'adaptes aux maladies, il faut que tu t'adaptes à la pluie, parce que quand il pleut, c'est plus dur. Toi, il faut que tu casses tes vacances. Et là, tu dis, OK, mais quand est-ce que je les casse ? C'est mieux quand ? Voilà, il faut que tu casses tes formations. Là, voilà, par exemple, je fais une formation en hypnose. J'ai essayé de les caler à chaque fois que c'était des vacances parce que je me suis dit, je vais avoir moins d'élèves parce qu'ils vont partir en vacances. Donc, je fais ça. Mais alors, je me suis retrouvée, du coup, le lundi, avant ma formation, à avoir 7 cours. Ce qui est... il faut plus que je le refasse. Ça, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est ça qui est très compliqué, c'est de gérer c'est tout ce qui n'est pas donner un cours. Et après, ce qui peut être compliqué, c'est quand tu es fatigué, de toujours donner ton attention et être toujours hyper éveillé. Parce que quand tu es dans un bureau, OK, si tu as une petite demi-heure ou après le déjeuner, tu as un peu le nez qui tombe, tu fais autre chose, tu vas boire un café, tu te lèves. Voilà. Moi, si j'ai un Zoom à 14h, j'ai un Zoom à 14h. Et là, tu ouvres les yeux, tu dis, OK, tu te concentres. Tu restes concentré pendant 1 heure. C'est dur. Ça, c'est compliqué, ouais.
Là, je vais te poser une question qui est un peu plus générale et plus profonde, mais est-ce que tu verrais ta vie aujourd'hui sans ça? Est-ce que tu aimerais même ne plus avoir ça? Ou tu te dis que ça fait partie de toi? On a beaucoup d'invités qu'on a reçus chez C'est comment et qui nous disent j'ai vécu telle épreuve, j'ai tel symptôme, tel problème, mais ça fait partie de moi, je l'accepte, je le prends totalement et je me verrai pas sans. Est-ce que toi, tu as le même discours que les autres invités? Ouais, complètement. Complètement, parce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est que, en fait, le trouble du déficit de l'attention, c'est finalement, c'est pas forcément qu'un trouble. C'est qu'on peut être hyper focus. Et je pensais ça par rapport à ta collègue. C'est que, en fait, quand on aime un truc, on peut passer 4 heures dessus sans voir, sans lever le nez de là où on a porté notre attention. Mais même sans manger, sans aller aux toilettes, rien. Il n'y a plus rien qui existe. Et ça, c'est une capacité énorme, vraiment. Et d'être passionné, on va tout mettre en place pour y aller. Donc oui, j'ai un métier passion et j'ai tout fait, mais vraiment tout pour pouvoir l'exercer. Et c'est pour ça que jamais je ne me verrai sans mon TDAH. Et c'est pour ça que je ne prends pas non plus de médicaments, pour le moment. Parce que ça me permet en fait d'être, je trouve, la plupart du temps, hyper vive. C'est-à-dire que c'est vraiment je capte quelque chose, ça va vite, je vais rebondir parce que je suis hyper intéressée. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que souvent mes potes, ils vont me dire que je suis entière, que je suis... ouais, que c'est intense, que voilà. Mais ça, je pense que sans mon TDAH, moi, c'est ça qui me fait peur dans le fait de prendre aussi un médicament, c'est qu'à un moment donné, j'aurais peur que ça soit trop linéaire, trop lisse, et que je m'embête. J'ai pas envie de m'embêter. Et ça te ressemblerait pas? Non. C'est ça? Ouais. Tu me fais une passerelle parfaite pour la prochaine question. Tu prends pas de médicaments aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu fais pour t'apaiser, pour mieux gérer au quotidien vraiment le trouble? Alors, je prends pas de médicaments, en fait, je prends pas de Ritaline. Mais je prends des compléments alimentaires pour faire en sorte que ça se passe bien. Ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de sport. Et je parle pas de yoga. Parce que la différence, c'est ça, spoiler, c'est que quand on a un métier passion, et quand on pratique, moi, je suis toujours en train de penser à mes cours. Mais je pourrais lui faire ça, je pourrais faire ça. Donc, c'est rare que je pratique dans un objectif que pour moi. Là où je vais pratiquer que pour moi, c'est que je vais aller courir, je vais faire de la muscu, je peux aller nager. Et à côté de ça, je peux faire du coloriage, parce que ça ne me demande pas de me concentrer à part sur des lignes. Je peux avoir du mal à lire. J'adore lire. Vraiment, j'ai une bibliothèque énorme, mais mon esprit peut trop partir un peu à droite et à gauche. Voilà, c'est déjà... Après, j'ai toujours des nouvelles passions. Hein. Donc, voilà. Je peux faire des puzzles. J'ai envie de me mettre à faire des puzzles. Donc, on n'est pas loin de ça. Je peux faire des bracelets brésiliens. Ouais, il y a plein des trucs de quand j'étais jeune. Et mon père qui me demande encore des bracelets brésiliens. Donc, de temps en temps, je lui en fais un. Et là, je pars sur un tunnel parce que je m'y prends à la dernière minute. Donc, pendant 1 heure, je suis là en train de... Voilà. Je peux faire des sudoku. J'adore ça. Cet été, j'ai fait beaucoup de mots fléchés. J'adore ça. Donc, acheter le gros truc, là où tu fais tous les types de jeux. Voilà, c'est ça qui va me permettre de vider ma tête. Voilà. Une fois, ma psy, elle m'a dit ce qui serait bien quand même, c'est que vous essayez, vous vous installez 3 minutes quelque part, vous ne faites rien. Mais vous ne réfléchissez pas, vous ne regardez pas quelque chose, vous commencez pas à faire un planning ni rien. J'y suis pas arrivée. J'ai mis la vidéo sur Insta, je l'ai mis en accéléré. Hein. On voit qu'à un moment donné, j'ai capté des pies et j'ai commencé à regarder les pies par la fenêtre. Quoi. Et je peux pas ne rien faire pendant 3 minutes, c'est trop dur. Vous avez besoin en permanence d'être stimulé, d'être occupé. C'est un peu ça qui pallie à... Ouais, sinon, toi, tu te reposes parce que t'es trop épuisé finalement. Comment tu gères tes relations sociales? Tu y as un peu répondu déjà tout à l'heure, mais même au-delà des amis, je dirais la famille, les relations amoureuses. Quand on rencontre quelqu'un, par exemple, est-ce qu'au moment d'un date, on le dit directement j'ai un TDAH? Est-ce que c'est un peu touchy? Comment tu le gères, ça? Alors, relations amoureuses, c'est vrai que, même sans amour, relations juste avec des gens que je rencontre, je peux le dégainer parfois assez vite, comme si je me dédouanais d'un certain comportement. Si je coupe la parole, par exemple. Là, c'est vrai que c'est pas mal de le dire, ou que je suis hyper active.
Donc, que à un moment donné, je vais avoir 25 idées dans la tête et qu'elles vont devoir sortir. Mais en même temps, à côté de ça, parce que j'ai beaucoup appris à compenser, enfin, j'ai trouvé des stratégies, je peux me refermer. Donc, regarder et être beaucoup dans l'observation pour éviter d'être trop impulsive et de dire chut. En fait, tu dis que des bêtises, tais-toi et je reste polie. Voilà, donc tu compenses comme tu peux. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que au fur et à mesure, je rencontre de plus en plus de personnes qui peuvent avoir une hyperactivité. Parce que je vais de plus en plus au sport, donc forcément les gens autour de moi voilà, sont aussi un peu drogués, je mets des guillemets, parce que y a tout un truc là qui dit que le sport est une drogue et tout. Faut faire gaffe à ce qu'on dit. Il vaut mieux avoir des douleurs parce qu'on fait du sport que des douleurs parce qu'on est sédentaire. Donc je fais ma petite com. Donc ouais, dans les relations, je peux le sortir assez facilement. Avec mes parents, avec ma famille d'une manière générale, comme je ne suis pas toute seule dans la famille à avoir un TDAH, ça permet de créer des passerelles et d'expliquer. Avec mes élèves, c'est vrai que je le dis aussi, parce que c'est vrai que des fois, ça va très vite dans ma tête et du coup, dans mes cours, ça peut aller très vite aussi. Ou parce qu'on me dit mais t'es passionné d'anatomie et tout, comment tu fais? En fait, pour moi c'est facile parce que je suis hyper focus et que j'adore ça. Ça s'explique en fait. Voilà, j'essaye de vulgariser la chose. Et comment, du coup, justement, tu vulgarises cette chose? Est-ce que c'est au travers de tes réseaux sociaux? Comme tu disais, peut-être pendant tes cours, est-ce que tu parles beaucoup avec les gens? Est-ce que tu montres des choses? Comment ça se traduit exactement? Sur les réseaux sociaux, je peux l'expliquer. Alors, je vais l'expliquer en faisant des stories. Plus, c'est rare quand maintenant je fais beaucoup moins de posts parce que ça, par exemple, ça peut être hyper énergivore. Et moi, je pense que j'ai fait un petit burn-out d'Instagram parce que je m'étais dit, il faut que je fasse absolument 3 posts par semaine et des stories tous les jours et machin. Stop, j'arrête. Donc, si un sujet me tient à cœur, j'en parle et souvent c'est autour des femmes, du TDAH, de la périménopause parce qu'il y a toute une histoire d'hormones, enfin ménopause, périménopause, d'hormones qui est liée à ça. Donc je sensibilise sur mon Instagram, c'est tout ce que j'ai. Dans mes cours, parce que je vais expliquer un peu comment ça fonctionne, l'attention, pourquoi parfois j'ai besoin aussi que... et je demande beaucoup à mes élèves de retour. Mes cours, ils sont hyper interactifs, pardon, parce que j'aime ça et parce que j'ai besoin d'avoir un répondant. Moi, le monologue, ça m'embête. Donc j'ai besoin d'avoir ce retour-là et je leur explique. Ma formation d'hypnose, une des premières choses que j'ai dites, c'est que j'avais un TDAH. Il s'avère que je n'étais pas toute seule non plus. Parce que je pense que l'hypnose, ça peut beaucoup aider aussi sur des troubles du neurodéveloppement. Souvent, le TDAH, c'est rarement seul. On peut avoir un trouble de l'anxiété, ce que j'ai. On peut avoir un trouble 10, donc dyslexie, dyspraxie, dyscalculie. Voilà, moi, j'ai une petite dyspraxie. Donc, c'est repères spatiaux, voilà, un peu compliqué. Ça peut être aussi associé à un haut potentiel intellectuel, et ce qui fait qu'on a des stratégies de compensation. Et donc, le TDAH qui ne se voit pas forcément tout de suite, sauf quand on change complètement de vie, comme ça a été mon cas, et c'est pour ça que je me suis du coup intéressée à ça. Donc voilà, je répète, je suis pas psy, je n'ai pas de formation, je partage juste mon expérience. Mais c'est vrai que quand on a un fonctionnement un peu particulier, souvent autour de nous, on a des personnes qui ont un fonctionnement un peu particulier parce que c'est plus facile pour nous suivre. Donc je pense qu'elle se reconnaîtra, mais si elle regarde, j'ai une amie avec qui, quand je vais au restaurant avec elle, on met une demi-heure à choisir ce qu'on va manger.
Et quand on va dans un restaurant japonais, c'est pire que tout parce qu'il y a tellement le menu. Le est choix. tellement grand. Le menu, il fait 12 pages. Ah, mais alors si je prends ça, mais on pourrait prendre ça, il pourrait diviser par ça, et on pourrait prendre ça, et on pourrait partager ça. Mais alors ok, mais tu prends quoi? Et le gars, il arrive, en général, c'est un homme, il arrive, et ben on a changé 3 fois d'avis. Mais alors, tu prends ça, bon voilà. Donc on se retrouve, on a des repères communs parce que faut quand même se suivre, quoi. Quel conseil tu donnerais si là, il y a des gens qui regardent le podcast et qui se demandent s'ils ont un trouble du TDAH? Tu leur dirais quoi, toi, avec ton expérience? S'ils commencent la démarche, et déjà d'aller voir un professionnel de santé. Donc, le neuropsy, il faut aller voir un neuropsychologue. En général, sur Doctolib, il y a écrit quand on fait des tests, en fait, de QI ou d'autres tests, il va y avoir un premier rendez-vous. Et en fait, ce premier rendez-vous va déjà commencer pour le psy à déterminer s'il y a besoin de faire un test ou pas. Les tests sur Instagram, on oublie. Clairement, faut oublier ça. Les tests sur Instagram, on oublie. Parce que y a plein de choses à côté qu'il faut prendre en compte. On est une cognition incarnée, on est un cerveau dans un corps, dans un environnement. On n'est pas qu'un cerveau, on n'est pas qu'un corps, et il faut tenir compte du contexte dans lequel on évolue. Parce que c'est ça qui va être aussi déterminant sur certains caractères qui vont être révélés. Après, c'est d'aller voir un psychiatre. Le neuropsy va proposer normalement d'aller voir un psychiatre et avec les tests. Après, le psychiatre peut aussi dire, lui, il ne fait pas le test, il va indiquer un neuropsychologue. Le TDAH se diagnostique aussi à l'hôpital. Mais c'est 3 ou 4 jours d'examen. Voilà, donc ça dépend de ce qu'on cherche. Moi, ce que j'avais besoin de trouver et de comprendre, c'est pourquoi je pouvais me mettre à pleurer en rentrant de vacances alors que j'avais passé des super vacances. Je ne comprenais pas. Parce que, point très important, c'est que le TDAH et tous les troubles du neurodéveloppement, il y a souvent une dysrégulation des émotions. C'est-à-dire que je peux pleurer 25 fois devant le même épisode de La Petite Maison dans la Prairie. C'est comme ça. Voilà, c'est qu'à un moment donné, je suis tellement prise dans mes émotions que je vais me mettre à pleurer. Quelqu'un tombe devant moi, je vais pousser un cri comme si c'était moi qui étais tombée. Et ça, j'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais tellement d'empathie et pourquoi je pouvais être déprimée après un événement. Voilà, ce genre, c'est ça qui, pour moi, a été révélateur. C'est comprendre pourquoi je pouvais vriller comme ça, en fait. Tu nous disais tout à l'heure, donc il y a quand même il y a des points négatifs de ton trouble, mais il y a aussi des points positifs. Le fait qu'on a tout le temps plein d'idées, on veut tout le temps faire plein de trucs. Enfin, c'est presque un super pouvoir. Moi, ça me fait presque penser au film Limitless, je crois, où quand il prend la pilule, il peut faire plein de trucs et tout. J'ai presque envie de dire un peu un super pouvoir. Finalement, est-ce que c'est pas... Enfin, c'est toi, quoi. Est-ce que c'est pas bien? Je suis OK avec ça. En fait, OK, il y a les aspects un peu moins cool, mais en vrai, ça me permet aussi de faire 1 milliard de choses et c'est très bien et je l'accepte. Ah bah c'est exactement ça. C'est que oui, il y a le brouillard mental. Après, c'est pareil. Je répète, c'est moi qui le vis comme ça. Pour des personnes, ça va être... ils vont rester pendant 3 heures dans le lit parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Moi, j'ai cette chance de créer plein de stratégies qui font que, par exemple, dès que je vais dire flemme, ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Si je dis flemme de ranger, ok, ça veut dire qu'il faut que je range. Vraiment, là, il n'y a pas de sortie. Donc, ce qui est important pour moi, l'est pas forcément pour les autres. Je préfère mettre ce petit bémol. Mais oui, moi, j'adore le nombre d'idées que j'ai à la minute. J'essaye j'ai une amie qui a commencé des cours de danse. J'ai juste envie d'aller commencer des cours de danse. Voilà. Mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le temps de le faire. Il faudrait que je choisir dans autre chose et je n'ai pas envie. Moi, j'ai un peu une espèce de credo, c'est choisir, c'est renoncer. Je ne veux pas choisir. Voilà. Donc, je prends ma libraire, par exemple, quand elle me voit arriver, elle me dit non, j'ai commandé le livre. Elle ne veut pas que j'en choisisse d'autres parce que sinon, je repars avec un ticket à 100 €. Et c'est pas possible. Il y a plein de livres que je n'ai pas lus, qui sont chez moi, qui m'attendent, mais je peux encore aller acheter un livre.
Voilà, j'ai envie d'essayer toujours plein de trucs. Alors, je n'ai pas le budget pour. Et je n'ai pas... Et heureusement, peut-être. Et je n'ai pas le temps pour. Mais vraiment, j'ai envie... voilà, je vois les nombres de recettes de cuisine que j'ai sur Instagram. Je ne cuisine quasiment... Je commence à m'y mettre, mais je ne cuisine pas. Et je me vois en train de faire, je pourrais faire ça, ça et ça. Je sais, franchement, je sais pas, je dois en avoir 2000. Je ne cuisine pas. Je n'ai jamais regardé une recette. Il y a des trucs hyper simples, c'est juste de l'assemblage. Je ne le fais pas. Voilà. Donc, oui, c'est génial. Ça occupe un peu de place. Voilà. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer à des gens qui nous regardent et qui sont peut-être atteints de ce trouble ? Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer ? Est-ce qu'il y a des gens que tu veux sensibiliser ? J'ai envie de dire, faites-vous accompagner. Voilà. C'est chacun son métier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis allée voir une neuropsy. C'est vrai que le yoga, ça aide beaucoup. Il faudrait quand même que je parle un peu du yoga. Moi, je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de faire la dernière partie de ma vie de communicante. Tous les matins, je me réveillais 1h30 avant pour pratiquer. Donc, ça m'a beaucoup. Et je pense que c'est ça qui m'a évité le burn-out, clairement. Parce que j'avais des horaires, je pouvais commencer à 8h, même à 7h30 et finir à 22h, voire minuit quand il y avait la reco et qu'on était en shortlist et que machin et que truc, et qu'on a l'impression qu'on gérait la vie des gens. Mais non. N'est-ce pas ? Merci. Voilà. Donc, non, la couleur du papier de soie, c'est pas grave. Hein, on va s'en remettre. Mais je faisais 1h15 de yoga, 1h30 de yoga tous les matins. Donc, trouvez quelque chose qui vous plaît, vraiment. C'est donc le coloriage, le macramé, aller promener des chiens, j'en sais rien. Le sport, moi, c'est ça qui m'a sauvée. Vraiment de pratiquer quelque chose qui vous plaît, de créer des routines, c'est hyper important. La routine, les routines, ça permet de cadrer. Si par exemple, tous les lundis, il faut que vous fassiez ça. Ou en tout cas, il faudrait que toutes les semaines vous fassiez quelque chose. Dites-vous que vous le faites à tel jour, à telle heure. Vraiment, ça aide. Moi, je sais que j'ai tendance à vouloir ranger le soir avant de me coucher. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de commencer de plus en plus tôt à ranger. Parce que sinon, je vais commencer à être 22h, puis je vais me coucher les 23h30. C'est un peu dommage. Donc j'essaye vraiment de cadrer le plus possible, de ranger les choses au même endroit. Ça, je n'y arrive pas toujours. Mais voilà, d'essayer de ranger le plus possible et d'être indulgent avec soi parce que c'est un problème chimique dans le cerveau. Et ça c'est assez sympa de se dire que c'est pas parce qu'on est inattentif. Ah, mais je suis tête en l'air. Et le plus possible, c'est d'en rire. Moi, franchement, je me fatigue. Ah, ça se voit que t'es hyper aligné avec ça. Enfin, limite, c'est plus compliqué pour les autres. J'ai oublié ma gourde dans le studio. Est-ce que tu pourrais la récupérer, Marjorie, t'as encore oublié quelque chose ? Oui, je sais. Ça me fait du bien son épisode parce que moi, je suis archi tête en l'air et en plus, là, on en parlait récemment avec Adrien. Je sais pas, j'oublie plein de trucs. J'oublie beaucoup de choses. Vraiment. Je suis très... je sais pas, je fais des erreurs d'inattention constamment, même à mon travail. C'est des petits trucs, hein, en soi, ça change pas la finalité. Mais oui, il faut être un peu plus indulgent avec soi-même, ouais. Clairement. Ouais. On l'a déjà dit plein de fois chez C'est Comment, donc je pense que parfois il faut apprendre à relâcher un petit peu. Marjorie, pourquoi tu as décidé de venir chez C'est Comment ? Pourquoi tu as accepté de témoigner ? Parce que on avait eu un bon contact. Parce que pour moi, le TDAH chez les femmes, c'est diagnostiqué plus tard. Parce que justement, on n'est pas en train de faire le tour de la table 25 fois. Parce que quand on était petite, c'était du bavardage, mais c'était pas, oui, elle est juste bavarde, quoi. C'est pas, oui, elle est très stressée. Le nombre de fois qu'on m'a dit, oui, elle est très anxieuse. Oui, c'est un trouble, en fait, l'anxiété. Maintenant, on le sait, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur la dépression. La dépression, c'est une maladie. Donc, il y a des choses chimiques qui se passent dans le cerveau. Et je trouve dommage qu'on ne prête pas plus d'attention à ça jeune. Parce que moi, peut-être que ça... Alors, je me suis beaucoup fatiguée à trouver toute seule, sans m'en rendre compte, mais à trouver des stratégies de compensation. Mon père a dépensé beaucoup d'argent pour les maths.
Mais en fait, il y a un moment donné, en fait, je comprenais pas, quoi. Pourquoi la baignoire, elle a un trou, elle se vide, tu la remplis à tant de litres, elle se vide, mais appelle un plombier. En fait, je comprends pas quel est le problème. Appelle un plombier, c'est tout. Voilà. Ben moi, ce genre de problème, ça m'a cassé les pieds, quoi. Ça m'a hanté. Moi, à l'époque du bac, il y avait la physique. Moi, je suis tombée sur... Donc, c'était ou chimie, ou physique, ou bio, ou maths. Je suis tombée sur physique. J'ai eu 14. C'était un questionnaire à choix multiples. Je laissais tomber le crayon. Et je cochais. Et la chance t'a souri, en fait. Et la chance m'a souri. J'ai su attraper la chance. Si, là, par exemple, je sais qu'il y a des enfants, et ben on va les mettre au premier rang, parce que justement, ils ont un trouble du déficit de l'attention, et qu'il ne faut pas qu'ils soient derrière, parce que sinon, en fait, ils vont regarder, ils vont être trop distraits. Ils ont le droit de se lever, de faire le tour. Ils ont le droit d'apprendre. En fait, on comprend, maintenant les parents comprennent qu'ils ont besoin de marcher pour apprendre. Avant, on apprenait, il fallait qu'on soit bien sage. Moi, mes meilleures idées en com, je les ai eues en marchant. À un moment donné, il y a une stimulation. Donc, c'est vrai. Je pense que c'est important et donc, du coup, pour les femmes, surtout que, passé 40 ans, il y a ce qu'on appelle la périménopause et puis bientôt la ménopause, selon les femmes, et qu'il y a un problème d'hormones. Donc, il y a une nouvelle régulation qui doit se faire. Et là, pareil, on peut avoir la dysrégulation encore plus des émotions. Donc, le fait de le savoir, on se rajoute un petit peu de bienveillance envers soi. Ouais, en fait, tu as besoin d'aider les autres parce que toi, tu as vu à quel point c'était difficile de gérer tout ça et un peu d'avoir toutes ces étapes de ta vie. Et tu aimerais soulager d'autres personnes qui traversent ça aussi, en fait. En fait, je trouvais ça égoïste de pas le faire. Ça m'a aidée. Moi, c'est pas pour rien que je suis prof. J'adore transmettre, j'adore partager, j'adore échanger parce qu'en plus, même pour moi, ça m'alimente beaucoup, ça me nourrit. Parce que il y a ça. Ok, alors peut-être que je peux faire ça aussi. Et puis oui, moi je trouve que c'est hyper gratifiant de savoir qu'on a pu aider des gens à mon niveau. Faut rester humble quand même. Mais si je peux aider des personnes autour de moi grâce à ma petite expérience, pourquoi le garder pour moi, quoi. Ah non, clairement, mais merci beaucoup en tout cas et c'est cool que tu sois venu chez C'est Comment. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Alors Marjorie, je vais te poser la dernière question. C'est la question C'est comment. Si maintenant tu étais dans la tête de tous les êtres humains de cette planète, tu peux leur parler, mais malheureusement tu n'as qu'une minute parce qu'après tu meurs. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Qu'est-ce que tu as retenu de toute ta vie, de ton passage sur Terre et même au-delà du TDAH, vraiment ton existence sur Terre ? Qu'est-ce que tu retiendrais finalement là en une minute ? C'est quoi l'essence de ta vie ? Que chaque jour est un jour 1. Voilà, il faut vivre, c'est pas le dernier jour, c'est chaque jour est un jour 1, c'est la nouvelle chance de pouvoir essayer quelque chose de nouveau qui nous plaît. Voilà. Merci Marjorie. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je clôture cet épisode ? Merci. C'est passé hyper vite. Ça passe toujours super vite. Ça passe toujours super vite, c'est vrai. Non, parce que voilà, de pouvoir parler de quelque chose qui tient à cœur, je pense que c'est aussi une super thérapie. Donc, parler du TDAH, je trouve ça génial. Et si les gens veulent en parler, qu'ils le fassent. Il n'y a pas à avoir de honte à ce sujet. Merci beaucoup pour ton témoignage. Tu l'as dit, c'est vraiment ton histoire et c'est aussi ça, c'est comment les gens viennent parler de leur histoire. C'est pas forcément l'histoire de tout le monde, mais ça peut certainement vous donner des petites clés pour comprendre. Voilà, aujourd'hui, si vous avez des doutes par rapport au fait que vous puissiez peut-être avoir un TDAH, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut. Écoutez l'épisode, vous aurez toutes les clés. Bon, c'est venu le temps de clôturer. Ça y est, t'as quelque chose à dire ? Ça y est, non, très bon moment. Comme d'hab, j'ai déjà hâte de faire un nouvel épisode et de continuer cette aventure qui, à chaque fois, des nouveaux invités, des nouveaux sujets, je kiffe. Ouais, merci. C'est trop bien. Merci encore. Merci à vous les invités de venir chez C'est Comment. Merci à vous les gens qui nous écoutez, qui nous regardez. N'hésitez pas à continuer à nous partager, ça nous donne de la force. On se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao.